Alors donc la conférence s'intitule Les tourments européens de l'Espagne. Bon, il fallait bien trouver un titre, mais je trouve que c'est assez éclairant sur le rapport un peu paradoxal, un peu compliqué de l'Espagne, non seulement à l'Union européenne, mais je pense plus généralement à l'idée d'Europe, au sens culturel, historique, civilisationnel du terme. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Bon, j'aimerais attaquer un petit peu mon propos par une note sur le fait que l'Europe est un des très rares consensus que la politique espagnole a été capable de produire depuis quasiment 50 ans. L'Europe, à la fois au sens d'Union européenne et d'Europe, espace de civilisation, ère civilisationnelle, on va y revenir. En fait, depuis la fin du franquisme, donc depuis 1975 et même avant, dans les années 60 en particulier, et plus encore avec donc, le début de l'ère démocratique en Espagne, donc entre la fin des années 70 et le début des années 80, l'Europe, et en particulier l'adhésion de l'Espagne à ce qui s'appelait à l'époque la Communauté économique européenne, sont des objectifs fondamentaux, essentiels, cruciaux de toute la politique espagnole, de tout le monde culturel, de tout le monde intellectuel de l'Espagne. La constitution espagnole actuelle, celle de 1978, doit se comprendre dans ce grand mouvement de retour de l'Espagne vers l'Europe, et on verra aussi pourquoi je parle de retour de l'Espagne vers l'Europe, parce qu'en fait elle a été rédigée, alors non seulement pour mettre en place des standards démocratiques, un régime démocratique libéral en Espagne, mais elle a aussi été rédigée et adoptée en 1978 dans l'objectif final d'adhérer, de pouvoir faire adhérer l'Espagne à la CEE, ce qui arrive au 1er janvier 1986. Le traité est signé en juin 1985, traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la CEE, et c'est le 1er janvier 1986 donc, que l'Espagne entre dans la CEE et ensuite poursuit la route de la construction européenne avec les autres pays, dont la France. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce consensus européen est aussi un des très rares qui ait réussi à résister à la crise économique de 2008 et à toutes ses conséquences d'un point de vue politique, d'un point de vue social, alors que tous les autres consensus quasiment de l'organisation politique, de l'organisation sociale de l'Espagne ont volé en éclats entre 2008 et 2018, voilà, sur cette décennie-là. Il n'y a quasiment rien qui en Espagne n'ait pas été remis en cause d'une façon ou d'une autre, par un secteur politique ou par un autre, par un pan de la société ou par un autre, entre 2008 et 2018, à la suite du déclenchement de la crise économique. Parce que la crise économique a eu des conséquences sociales très graves, qu'elles ont entraîné un rejet du monde politique, et à la fin, un rejet de l'organisation politique, institutionnelle, économique de l'Espagne. Aussi bien d'ailleurs par des franges de la gauche que par des franges de la droite. Ce rejet s'est exprimé, alors il existait déjà avant, mais il s'est exprimé de façon manifeste, il a véritablement pris son envol avec la crise économique de 2008. Et donc l'Union européenne, en fait, et je pense l'Europe en général, au sens large du terme, font partie des très rares consensus, voire peut-être c'est le seul consensus qui existe aujourd'hui en Espagne. On verra ce qu'il en est justement avec les plus récents développements, notamment Vox, mais l'Europe reste globalement un consensus. Et les Espagnols restent globalement europhiles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont euro-BA comme ils ont pu l'être dans les années 80 ou 90, quand la communauté économique européenne représentait tous les bienfaits possibles et imaginables d'un point de vue politique, économique, financier, mais ils restent globalement europhiles. Ils peuvent critiquer certains aspects de l'Union européenne, la façon dont elle peut fonctionner, certains principes, mais globalement, pour une grande majorité des Espagnols, et la plupart des sondages le montrent, il y a extrêmement peu d'enquêtes d'opinion qui contredisent ça, et pour connaître beaucoup d'Espagnols de milieux géographiques et sociaux très divers, l'Union européenne reste un consensus global. Soit parce qu'on ne voit pas de raison a priori de remettre en cause l'existence de l'Union européenne, par une forme de, pas de désintérêt, mais en tout cas on se dit bon bah voilà ça fait partie du paysage, c'est comme ça et on ne voit pas de raison de le changer, ou bien par une adhésion réelle au projet européen qui d'ailleurs est relayé massivement dans le monde politique et dans les médias. À propos du monde politique, j'aime bien citer un sondage alors qui date un petit peu, qui a un petit peu moins de 4 ans, mais qui est toujours représentatif de la situation politique globale en Espagne, en tout cas on va dire au moins jusqu'en décembre 2018 avec l'émergence de Vox. Ce sondage a été réalisé par un think tank espagnol spécialisé dans les relations internationales qui s'appelle l'Institut Royal Elcano, qui est ici à Madrid.
et qui demandait en fait aux principaux partis politiques en lice pour les élections de décembre 2015, il y avait des élections parlementaires générales en Espagne en décembre 2015, qui demandait aux principaux partis d'envoyer un représentant pour répondre à leurs questions sur la politique étrangère. Et dans la politique étrangère, il y avait une partie évidemment consacrée à l'Union européenne. Donc ces principaux partis, c'était le Parti socialiste ouvrier espagnol, dont est issu l'actuel président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, globalement la social-démocratie espagnole, pour le résumer très rapidement, le Parti populaire, qui à ce moment-là était au pouvoir avec Mariano Rajoy, et donc qui est le principal parti d'opposition aujourd'hui, parti conservateur un peu classique, on va dire, Podemos, donc la gauche dite radicale, et Citoyens Ciudadanos, qui est le parti libéral centriste qu'on a beaucoup comparé à la République en marche, même si le mouvement citoyen est bien antérieur à la République en marche. Ciudadanos, c'est un parti qui a été fondé en 2006, donc bien avant l'émergence politique d'Emmanuel Macron. Donc dans ce sondage, l'Institut Royal Elcano demande aux représentants de ces 4 partis quelle est leur opinion sur l'Union européenne, quels sont leurs projets. Si vous parvenez au pouvoir, si le prochain président du gouvernement espagnol est de votre couleur, qu'est-ce que vous allez faire? Et tous répondent, avec des nuances, mais tous répondent qu'ils sont favorables au fédéralisme européen, à une Europe fédérale. Donc ils sont favorables à un approfondissement de l'Union européenne et à un transfert plus important encore de compétences politiques, économiques, financières vers le cœur de l'Union européenne, vers Bruxelles et un peu plus secondairement Strasbourg. Et donc en ce sens-là, et c'est ce que je disais déjà à l'époque, alors qu'en France il y avait beaucoup d'observateurs à mon avis un peu étourdis, on va dire, qui expliquaient que Podemos était un parti eurosceptique ou eurocritique. Podemos disait exactement la même chose, et le représentant de Podemos, qui avait été envoyé auprès de l'Institut Royal Elcano pour répondre, disait « mais nous ne sommes pas du tout europhobes, bien au contraire, c'est une légende noire qu'on nous fait, c'est une étiquette qu'on nous colle, mais nous ne sommes pas du tout europhobes, nous sommes favorables à une Espagne. Une Espagne fédérale, oui, ils sont favorables aussi, mais surtout une Europe fédérale. » Donc, véritablement, il ne fallait pas se méprendre à l'époque, et il ne faut toujours pas se méprendre aujourd'hui. Podemos, qui peut avoir, par certains aspects, des côtés anti-système, entre guillemets, et je pense qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'il pouvait en avoir avant, mais même si on peut encore trouver certains aspects anti-système chez Podemos aujourd'hui, c'est clairement pas dans le rejet de l'Union européenne qu'il faut le trouver. Alors évidemment, Podemos axe son discours sur l'Europe sociale, comme on peut entendre ce discours aussi en France, mais il est pour un fédéralisme européen. Alors, pour avancer un petit peu dans le temps et pour en arriver à 2018, il y a un autre sondage qui m'a beaucoup intéressé, qui a été réalisé par Dialogo. Dialogo, c'est une organisation, une association consacrée à l'amitié franco-espagnole, qui est très active, qui est très intéressante. Dialogo a réalisé un grand rapport extrêmement instructif, binational, si j'ose dire, sur la France et sur l'Espagne, pour savoir quelle était l'opinion des Français et des Espagnols sur l'Union européenne. Et ce sondage montrait en avril 2018, donc il y a moins d'un an, que seuls 15% des Espagnols avaient une image négative de l'Union européenne. C'est à comparer aux 28% de Français qui avaient une image négative de l'Union européenne dans le même sondage. On n'est pas tout à fait sur le même ordre de grandeur. 15%, ça reste marginal, surtout que c'est en fait une opinion assez peu relayée dans le spectre politique et médiatique espagnol. Il n'y a quasiment pas de représentants politiques et de partis politiques ouvertement europhobes. Et pour les médias, si on voulait trouver des médias europhobes, il faudrait aller dans des petits médias d'audience beaucoup plus limitée. Et encore là, on trouverait même des médias qui sont eurocritiques, mais pas europhobes, qui sont pour une autre Europe, qui veulent changer l'Europe, l'Union européenne, mais qui ne sont pas contre le principe de l'Union européenne. À l'étranger, ça a étonné beaucoup. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis, de contacts en France qui m'ont demandé « mais comment ça se fait ?» On voit émerger dans beaucoup de pays européens des partis souvent classés à la droite radicale, à l'extrême droite. Bon, là, après, c'est des étiquettes, hein, je ne me prononce pas, mais qui, dans différents pays européens, sont beaucoup plus radicaux sur la question de l'Union européenne, voire ouvertement pour une sortie de leur pays, ou de la France, donc en particulier de l'Union européenne. Donc, le UKIP au Royaume-Uni, l'AfD en Allemagne, le PIS en Pologne, le Fidesz en Hongrie. Bon, là, je regroupe beaucoup de choses qui me sont parvenues de ces questions et de ces retours-là. Tous ces partis ne sont pas nécessairement comparables dans leurs propositions sur l'Union européenne.
Tous ne sont pas favorables, d'ailleurs loin de là, à une sortie de leur pays de l'Union européenne, mais on disait, voilà, on voit émerger ces partis-là. Comment ça se fait que ça n'existe pas en Espagne? Et je leur répondais invariablement la même chose, je leur disais, il y a bien un petit parti qui s'appelle Vox, qui n'a pas beaucoup de succès, qui est très marginal, qui a été fondé en 2013, qui propose, enfin qui a un discours peut-être plus eurocritique, on va revenir dessus, je pense que là aussi il faut être très mesuré quand on voit concrètement leurs propositions. Mais en dehors de ça, on a encore des groupuscules encore plus petits et pas vraiment de relais d'opinion, pas de partis politiques, pas de grands médias, pas de penseurs majeurs qui aient pignon sur rue, qui soient ouvertement europhobes. Et ça ressemblait à une exception espagnole, alors exception que l'Espagne, du coup c'est moins exceptionnel, mais que l'Espagne partage avec le Portugal ou avec l'Irlande par exemple, mais ça ressemblait à une exception espagnole de la même façon qu'il n'y avait pas en Espagne de partis classés à la droite radicale ou à l'extrême droite qui fassent des scores importants. Vox, avant les élections andalouses de décembre 2018, n'avait que 2 ou 3 mairies, des tout petits villages, et peut-être quelques conseillers municipaux par-ci par-là, et on en parlait à peine. C'est sur ce consensus-là que s'est fondé le président du gouvernement espagnol actuel, Pedro Sánchez, donc du Parti socialiste. Il est arrivé aux affaires au mois de juin 2018, donc il y a moins d'un an, suite à une motion de censure qui a renversé le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy. Et Pedro Sánchez est l'incarnation, une très bonne incarnation de la défense de l'Union européenne en Espagne. C'est une excellente incarnation, alors à la fois parce qu'il est issu de la social-démocratie espagnole qui, depuis les années 60 et plus encore depuis les années 80, est extrêmement europhile, mais aussi parce qu'il représente la société espagnole, ou en tout cas une bonne partie de la société espagnole. Il est certes minoritaire au Parlement, il est très minoritaire, il a 84 sièges sur 350 à la Chambre basse du Parlement, c'est extrêmement minoritaire, mais je pense que sur la question européenne, il incarne quelque chose par rapport à l'Espagne. Et à titre personnel, de toute façon, je suis convaincu que, en dehors de cas très particuliers, on n'a jamais un dirigeant qui ne ressemble absolument pas à son pays. Je pense que Emmanuel Macron ressemble à la France, à une partie de la France, que cela nous plaise ou pas. Je pense que Pedro Sánchez ressemble à une partie de l'Espagne. Donc voilà. Alors Pedro Sánchez, il a été beaucoup plus loin dans le consensus européen encore que ses prédécesseurs, sauf peut-être exception faite de Felipe González, qui avait été premier président du gouvernement dans les années 80 et 90, et c'est lui qui avait fait entrer l'Espagne dans la CE. Mais Pedro Sánchez, dès juin 2018, dès la composition de son gouvernement, il a voulu réaffirmer 2 principes. D'abord, le féminisme, qui est un de ses chevaux de bataille et un cheval de bataille d'autres partis politiques espagnols et d'autres pans de la société espagnole, et l'européisme. Il y a un bon exemple de cela, c'est l'actuel ministre espagnol des Affaires étrangères, Josep Borrell, qui est un Catalan d'origine, qui appartient au Parti des socialistes catalans, qui est un parti frère du Parti socialiste ouvrier espagnol. Josep Borrell, donc président des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération. C'est l'intitulé officiel de son ministère, c'est ça, ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération. Et Josep Borrell, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a déjà un grand parcours dans la politique espagnole. Il a été président du Parlement européen de juillet 2004 à janvier 2007. Donc c'est quelqu'un qui connaît aussi de l'intérieur, si j'ose dire, les institutions européennes. C'est quelqu'un qui a fait ses armes en partie, bon, même s'il était déjà un vétéran de la politique à ce moment-là, mais il a fait ses armes aussi au niveau de l'Union européenne. Et donc je trouve que le choix de Josep Borrell est extrêmement éclairant, alors avec bien d'autres choix, la politique développée par la suite par Pedro Sánchez est très europhile, favorable à une fédéralisation européenne plus poussée, même si le mot n'est pas toujours cité, le terme fédéral, mais ce choix-là était déjà extrêmement annonciateur, même si évidemment ce n'était pas une surprise majeure, mais il était annonciateur du mandat de Pedro Sánchez. Je me souviens très bien, à l'époque, au moment où Pedro Sánchez a renversé donc, le gouvernement de Mariano Rajoy par une motion de censure, certains commentateurs français disaient Pedro Sánchez va être beaucoup plus eurocritique que Mariano Rajoy et ça va être la fin d'un gouvernement eurobéen. Et moi, ça me laissait un peu pantois, je dois dire, parce que je me disais, mais est-ce que ces gens-là connaissent Pedro Sánchez? Est-ce qu'ils connaissent la social-démocratie espagnole? Est-ce qu'ils connaissent le PSOE? Est-ce qu'ils connaissent les coordonnées idéologiques de ce parti en particulier, de la politique espagnole, pour affirmer ça? Parce que ce n'était pas le cas à l'époque et ça n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Alors, je vous disais en introduction que
les tourments européens de l'Espagne, ça ne concerne pas seulement l'Union européenne, et ça concerne plus globalement l'Europe, au sens historique, culturel, civilisationnel du terme. Et je pense qu'il faut prendre en compte cette dimension-là aussi pour expliquer l'européisme convaincu d'une bonne partie de la société espagnole. L'Espagne entretient un rapport extrêmement particulier historiquement et culturellement à l'Europe. Et pour beaucoup d'Espagnols, que ce soit formulé comme tel ou pas, que ce soit plus ou moins conscient ou plus ou moins inconscient, pour beaucoup d'Espagnols, l'appartenance culturelle, civilisationnelle de l'Espagne à l'Europe ne va pas de soi. L'européanité de l'Espagne ne va pas de soi. Ce qui peut paraître surprenant, enfin, on n'imagine pas, l'Espagne est un pays européen, ça ne fait pas de doute, géographiquement, culturellement, historiquement. L'Espagne a été traversée par la plupart des courants culturels européens, elle a suivi globalement les mêmes mouvements politiques, économiques, sociaux que l'Europe, avec des décalages parfois, mais elle les a suivis quand même. Et pourtant, l'appartenance de l'Espagne à l'ère culturelle, historique et civilisationnelle de l'Europe ne va absolument pas de soi. Et c'est d'autant plus surprenant pour nous, Français, qui sommes frontaliers de l'Espagne. Il y a énormément de Français qui vont en vacances en Espagne, beaucoup d'Allemands et de Britanniques aussi, mais pour nous, c'est très surprenant. Et même si l'Espagne n'est pas un pays fondateur de ce qui va devenir la CE puis l'Union européenne, on estime que l'Espagne est un pays européen et que ça ne fait pas du tout de doute. Or, la question de l'européanité de l'Espagne, elle se pose, outre-Pyrénées, en Espagne elle-même depuis très longtemps. Il y a ce que j'appelle une forme d'insécurité civilisationnelle en Espagne. Insécurité civilisationnelle parce que les Espagnols ne sont pas toujours convaincus qu'ils sont vraiment européens. Et cette question, elle se pose depuis le XVIIIe siècle. Les germes se trouvent déjà au XVIIe siècle, mais c'est véritablement depuis le XVIIIe siècle et plus encore à partir du XIXe siècle que la question va se poser en Espagne, est-ce que nous sommes bien européens, et qu'elle va aussi se poser dans d'autres pays, dont la France. Les Lumières françaises ont été extrêmement dures vis-à-vis de l'Espagne. Est-ce que l'Espagne est bien un pays européen? Est-ce que ce n'est pas un pays un peu africain? Et généralement, quand on utilise africain dans ce contexte, c'est rarement en bonne part, je veux dire, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est comme on aimait bien dire en Espagne au XIXe siècle phénicien, pour ce que nous on dirait arabe aujourd'hui, et ce n'était pas en très bonne part, et là c'est pareil. Africain, ce n'était pas utilisé en très bonne part. L'Espagne est un pays africain, ou un peu africain, c'était généralement pour dire que l'Espagne avait un statut inférieur au reste des pays européens, et notamment des pays d'Europe nord-occidentale. Donc c'est un petit peu sur ces coordonnées-là, à la fois de l'Union européenne et de l'Europe en tant qu'ère civilisationnelle, que je vais essayer de parler dans cette conférence. Évidemment, je ne pourrai pas brosser tous les aspects, je ne pourrai en effleurer que certains. L'intérêt, ce sera aussi éventuellement dans l'échange postérieur, de pouvoir approfondir ou aborder certaines choses. Alors, j'aimerais commencer à proprement parler la conférence par un aspect, donc l'Europe en tant qu'horizon historique et civilisationnel de l'Espagne. Et j'insiste sur le mot horizon parce que pour moi, horizon, c'est beaucoup plus fort qu'objectif. Voilà, c'est l'horizon indépassable, ce vers quoi on se rapproche, on tend toujours plus, c'est l'Europe. Alors, l'Europe et l'Union européenne, ou en tout cas la CEE telle qu'elle s'appelait avant en particulier, ont été des enjeux cruciaux, fondamentaux pour au moins 2 générations d'Espagnols. Je vous l'ai dit, l'Espagne rentre dans la CEE le 1er janvier 1986 et c'est considéré comme une date fondamentale de l'histoire espagnole contemporaine. Il y a un élément que je cite toujours, et parce qu'il me semble extrêmement éclairant. Il y avait un magazine à l'époque qui s'appelait Cambio 16, un magazine qui a accompagné la fin du franquisme, la transition démocratique espagnole et la démocratie espagnole. C'était un magazine politique, intéressant, et notamment intéressant aujourd'hui, il a disparu en tout cas sous la forme qu'il avait à l'époque, intéressant aujourd'hui pour voir l'histoire des mentalités. Le 1er janvier 1986, lorsque l'Espagne entre officiellement dans la CEE, en une de Cambio 16, on a le titre « Ya somos Europa ». Ça y est, nous sommes européens, ça y est, nous sommes en Europe. Ils ne disent pas « Ya estamos en la Unión Europea », ça y est, on est dans l'Union européenne. Ils disent « ça y est, nous sommes européens ». Alors on peut dire que c'est un raccourci. Oui, bien sûr, c'est un raccourci, comme on dit beaucoup en France, Europe pour Union européenne, ou européen pour membre de l'Union européenne. Mais ça n'est pas qu'un raccourci. Parce que ici, fondamentalement, Europe et européen, c'est au sens historique, culturel, civilisationnel du terme. Et cette une de Cambio 16, juste en dessous du gros titre « Ya somos Europa », ça y est, nous sommes européens, dit la chose suivante. « Guía para dejar la boina.
guide pour abandonner le béret. Alors pourquoi le béret? Parce que pour nous, le béret c'est français, oui, mais il y a le béret basque, la boina c'est le béret basque, et c'était devenu le béret basque, pas seulement à cause de l'ETH d'ailleurs, un symbole des vieilles traditions un peu archaïques de l'Espagne, de la vieille Espagne historique reculée, attardée, qui allait abandonner ces signes d'identité complètement dépassés et entrer enfin dans la modernité européenne, et pas seulement dans la modernité de la CE, dans la modernité européenne. Donc la boina, le béret, ce n'était pas juste un couvre-chef voilà, un peu anecdotique, c'était le symbole de cet archaïsme espagnol. Et d'ailleurs, on retrouve de temps en temps dans des articles idéologiques, des articles de réflexion politique profonde dans la presse espagnole, l'usage de la boina, du béret, comme véritablement le symbole de l'Espagne archaïque à dépasser. Ce bouleversement européen qui se produit avec l'adhésion de l'Espagne à la CE est d'autant plus fort qu'en fait, en entrant dans la CE, et même déjà avant par le biais de la convergence, par les mécanismes de convergence, l'Espagne reçoit de nombreux crédits venus de l'Union européenne, en fait venus des pays qui financent l'Union européenne, et se modernise. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas moderne, j'insiste beaucoup là-dessus, avant l'adhésion à la CE. Je lis et j'entends régulièrement, encore aujourd'hui, les gens qui expliquent qu'avant 86, l'Espagne en était à la charrette et au puits qu'on actionnait manuellement. L'Espagne, en 1975, à la mort de Franco, c'était la 10e puissance économique mondiale, ce qu'on a un petit peu oublié, voire ce qu'on n'a jamais vraiment su en France. Mais il est vrai, il faut le reconnaître, qu'à partir des perspectives d'adhésion, puis de l'adhésion de l'Espagne à la CE, il y a eu une seconde phase de modernisation de l'Espagne, avec notamment un certain gommage des disparités régionales qui existent encore en Espagne. C'est vrai qu'en 1975, il y avait encore des disparités régionales très fortes qui se sont un petit peu gommées, je dis bien un petit peu, avec l'adhésion à la CE. Malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que c'était peut-être un peu provisoire et que les disparités régionales sont loin d'avoir disparu, mais ça c'est un autre débat. Ces transformations économiques, qui ont aussi entraîné des transformations sociales, ont entraîné une euphorie européenne en Espagne qui a duré jusqu'au début des années 2000. On a commencé à voir qu'au début des années 2000, l'europhilie baissait en Espagne, mais véritablement, on a eu un pays extrêmement pro-européen jusqu'au début des années 2000. Pourquoi, au-delà des aspects financiers et des crédits de l'Union européenne, pourquoi est-ce que les Espagnols et leurs élites intellectuelles, culturelles, journalistiques, politiques, économiques ont accordé tant d'importance à cette adhésion? C'est parce qu'à partir du 19e siècle en Espagne, on a un peu assimilé les réflexions qui s'étaient fait jour, dont je parlais avant au XVIIIe siècle, et les Espagnols, les élites espagnoles ont commencé à relire l'histoire de leur propre pays à l'aune de l'européanité incertaine de l'Espagne. En se posant la question, l'Espagne est-elle bien un pays européen? Et quel était le fruit de cette réflexion? Pour beaucoup d'entre eux, je pense à des hommes politiques qui ont beaucoup marqué le 19e siècle espagnol, par exemple Cánovas del Castillo, qui était très important à la fin du 19e siècle. Pour eux, l'Espagne était à la périphérie de l'Europe, à la périphérie de l'Europe occidentale notamment, qui était le phare de la civilisation et de la modernité. Et l'Espagne n'avait pas suivi les grandes évolutions technologiques, économiques, culturelles et politiques de l'Europe depuis au moins le XVIIIe siècle, sinon le XVIIe. Pour eux, il fallait remonter en fait quasiment au début du XVIIe siècle, au règne de Philippe IV, qui a régné de 1621 à 1665, l'avant-dernier monarque des Habsbourg, et puis à celui de son fils, du fils qui a survécu, Charles II, qui a régné de 1665 jusqu'à 1700. Pour eux, les tout derniers Habsbourg marquent en Espagne, le règne des deux derniers Habsbourg marque en Espagne un décrochage du pays par rapport au reste de l'Europe. Et ils estiment qu'en fait, ensuite, l'Espagne a été à la traîne, à la remorque de l'Europe dans quasiment tous les sujets. C'est ce qui explique aussi que la nouvelle dynastie qui s'est imposée en Espagne à partir de 1700, la dynastie des Bourbons, qui règne toujours aujourd'hui en Espagne, la personne de Philippe VI, a eu ses partisans parce que pour beaucoup d'élites espagnoles, pas pour toutes, mais pour beaucoup d'élites espagnoles, pour beaucoup de membres des élites espagnoles, les Bourbons, c'était le symbole de la France, donc le symbole d'un pays évolué qui comptait, donc le symbole d'une modernisation possible. Je fais des schémas, je raccourcis énormément, mais pour que vous compreniez, c'est ça. Parce que c'était le premier Bourbon, Philippe V, qui a régné de 1700 à 1746. C'était le petit-fils de Louis XIV,
le roi Soleil, la principale puissance de l'époque. Et c'était le symbole d'un air frais qui arrivait enfin en Espagne, d'un vent de modernité qui pouvait souffler. Tout au long du XVIIIe siècle, d'ailleurs, les élites espagnoles qui accompagnent les Bourbons, les représentants des Lumières espagnoles, qu'on connaît extrêmement peu, voire quasiment pas en France, les représentants des Lumières espagnoles, se plaignent qu'en fait, les réformes du pays par les Bourbons n'aillent pas assez vite. Ça nous rappelle d'autres discours, plus actuels ceux-là. Ils se plaignent que les réformes des Bourbons ne vont pas assez vite, qu'elles ne sont pas assez profondes. Ils se plaignent que Philippe V et son premier fils qui va régner, Ferdinand VI, qui règne de 1746 à 1759, ne modernisent pas assez le pays. Et le règne du deuxième fils qui régnera de Philippe V, Charles III, qui règne de 1759 à la veille de la Révolution française, il meurt en décembre 1788, ils espèrent que ce règne-là va être un règne de modernisation radicale de l'Espagne et qu'on va bousculer les vieilles habitudes d'une société espagnole qu'ils estiment encore obscurantiste, marquée par la religion, marquée par l'Inquisition, marquée par des mœurs barbares et dépassées. C'est au XVIIIe siècle qu'on commence à voir les premières grandes critiques, par exemple, de la corrida. Alors, à l'époque, ce n'est pas tellement le bien-être animal qui pose véritablement problème, c'est des problématiques qui n'émergeront que plus tard. Ce qui pose problème, c'est qu'en fait, pour eux, la corrida, c'est un des symboles de l'archaïsme espagnol. On ne retrouve la corrida quasiment nulle part ailleurs, et pour eux, ce n'est pas un hasard. Pour eux, on va s'abrutir à la corrida, le peuple va s'abrutir à la corrida. Les élites corrompues et populistes, c'est-à-dire celles qui communient avec les idées populaires, au moins en partie, vont s'abrutir à la corrida, mais c'est un symbole d'archaïsme extrême. Le règne de Charles III, donc jusqu'à sa mort en décembre 1788, à la veille de la Révolution française, est jugé comme extrêmement décevant, au moins dans sa dernière partie, parce que beaucoup d'intellectuels espagnols sont très amers, pensent qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin. Charles III a fait beaucoup de réformes, mais il a fait aussi ce qu'il a pu dans une époque compliquée et dans un pays qui était en proie à d'importantes tensions intellectuelles et idéologiques. Et à partir du XIXe siècle, il va y avoir une phase de dépression très forte des élites espagnoles. On a eu, j'emprunte ce terme à quelqu'un que certains d'entre vous dans le public connaissent sans doute, une forme de dépressurisation, si j'ose dire, des élites espagnoles au XIXe siècle, qui se sont dit, à partir de l'indépendance des principales colonies latino-américaines au début du XIXe siècle, l'Espagne est un pays qui ne compte pas en Europe. Nous avons été une grande puissance, mais nous ne le sommes plus. Et nous devons à tout prix rattraper le retard à tous égards que nous avons accumulé et que nos dirigeants n'ont jamais été capables de combler. Le problème, c'est que le 19e siècle espagnol, je ne vais pas vous en faire un résumé, c'est impossible, mais il est très compliqué, très complexe, marqué par beaucoup de bouleversements, partout en Europe, mais particulièrement en Espagne, et qu'il s'achève par la date fatidique de 1898, qui est la perte des dernières colonies américaines et pacifiques de l'Espagne. En 1898, l'Espagne est en guerre contre les États-Unis, et les États-Unis battent l'Espagne, ce qui entraîne la perte pour l'Espagne de Cuba, qui était une dernière colonie latino-américaine à subsister dans le giron espagnol, de Porto Rico, et des Philippines, ainsi que de l'archipel du Pacifique dont vous avez entendu parler, et dont on ne sait pas forcément qu'ils ont un passé espagnol, comme les Mariannes, comme les Carolines, comme les îles Salomon. Et cette date de 1898 est une date dantesque pour les élites espagnoles. Pas tellement pour le peuple, qui, à l'époque, est d'ailleurs plutôt content que la guerre s'achève rapidement, que les garçons reviennent au pays, parce que finalement, on va faire la guerre dans des endroits lointains qui ne nous intéressent pas vraiment. Mais pour les élites espagnoles, économiques, politiques et culturelles, c'est une catastrophe. Alors, d'un point de vue économique, c'est vécu d'une façon catastrophique par la bourgeoisie, notamment la bourgeoisie catalane, qui a commencé à émerger, qui était la plus favorable au maintien des dernières colonies espagnoles, notamment de Cuba, parce que la bourgeoisie catalane était une bourgeoisie, celle qui aujourd'hui est indépendantiste, pour vous situer un petit peu la filiation idéologique, c'était une bourgeoisie esclavagiste, et c'est celle qui a le plus poussé le gouvernement central espagnol à être intraitable sur les questions indépendantistes cubaines et philippines. Ce qui est une ironie de l'histoire, je trouve, assez amusante. Donc, ça nous ramène à la fin du XXe siècle, avec la période qui s'ouvre à la mort de Franco en 1975 et qui s'achève en 1986 avec l'adhésion de l'Espagne à la CEE. Pourquoi ça nous ramène à cela? Parce que, finalement, 1986, pour beaucoup d'élites espagnoles, pour beaucoup de membres des élites espagnoles, c'est enfin l'aboutissement de la modernisation et de la réforme de l'Espagne. Enfin, l'Espagne va laisser de côté son retard séculaire
Et enfin, elle va se moderniser, enfin, elle va être européenne. Et se moderniser pas seulement économiquement et en termes technologiques, mais aussi, enfin, elle va devenir un pays européen comme les autres, un pays européen normal. Il y a un désir de normalité dans la société espagnole à la fin des années 70 et au début des années 80, dans le sens où les Espagnols veulent être considérés comme des Européens comme les autres. Ce qui va aussi beaucoup pousser un certain nombre d'Espagnols à rejeter ce qu'ils identifient comme des traits culturels espagnols typiques. J'en reviens sur la corrida, bien sûr, mais également sur l'image de l'Espagne d'opérette, du flamenco, qui a été en partie promue par Franco lui-même. Mais ça va pousser beaucoup d'Espagnols à rejeter aussi cette image un peu archaïque de l'Espagne, parce qu'enfin, nous sommes un pays comme les autres, et tout ce qui fait notre particularité, finalement, il faut le remiser au placard, c'est fini. Le problème de ces élites politiques, économiques et culturelles espagnoles, c'est qu'elles ont une vision, tout comme les élites du XIXe siècle et tout comme les élites du XVIIIe siècle, elles ont une vision très partielle et très partiale de l'histoire espagnole. Parce qu'elles considèrent que l'Espagne, alors elles ne le disent pas toujours comme ça, mais si on schématise, c'est un peu le message, elles considèrent que l'Espagne a été le pays de la tyrannie, politique et religieuse. Il suffit de penser à l'Inquisition. L'Inquisition, c'est quelque chose qui évoque des images abominables dans nos têtes immédiatement. Pourtant, il y a eu des travaux académiques extrêmement intéressants et extrêmement pointus sur l'Inquisition espagnole qui montrent qu'elle a été beaucoup moins cruelle que d'autres tribunaux religieux dans le reste de l'Europe, notamment dans l'Europe germanique. Mais c'est l'image qu'ils ont. Donc l'Espagne abominable, l'Espagne grotesque, l'Espagne semi-dictatoriale, voire dictatoriale tout court, l'Espagne intransigeante, l'Espagne obscurantiste. Tout ça, c'est le passé espagnol. Je schématise encore, bien sûr, mais tout ça, c'est le passé espagnol. Et avec l'entrée dans la CEE, nous abandonnons ce passé espagnol pour rejoindre la modernité européenne, qui est aussi une modernité intellectuelle et politique, celle de la démocratie libérale, celle du parlementarisme, celle de la société ouverte. Il faut bien comprendre que les élites espagnoles ne se sont pas réveillées à la mort de Franco pour penser ça. J'ai déjà montré qu'elles le pensaient en partie et avec leurs propres coordonnées culturelles et historiques au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Mais après la Seconde Guerre mondiale, une grande partie des dissidents espagnols, des opposants à la dictature de Franco, qui pour beaucoup étaient exilés dans le reste de l'Europe ou vivaient dans la clandestinité ou la semi-clandestinité en Espagne elle-même, pour eux, Franco, c'était finalement l'aboutissement de cette mauvaise histoire espagnole. C'était la logique finale de la mauvaise histoire espagnole, mais ils espéraient pouvoir dépasser cette logique par l'adhésion au mouvement européen qui se construisait à partir des années 50-60. Je vais citer un épisode qui n'est pas connu du tout en France et qui tend à être un peu oublié en Espagne, mais qui pourtant est intéressant. C'est ce que la presse franquiste a appelé à l'époque d'une façon très péjorative El Contubernio de Múnich. El Contubernio, c'est une espèce de ligue, de coalition faite de personnalités hétéroclites et pas très fréquentables. Alors pourquoi cette espèce de ligue de Munich? Eh bien parce que en 1962 se réunit à Munich un congrès du mouvement européen, le 4e congrès si ma mémoire est bonne, en juin 62. Et donc les opposants espagnols aux franquistes, de toute tendance, de gauche principalement, mais aussi des démocrates chrétiens, également des monarchistes antifranquistes, se réunissent à Munich et participent au débat du mouvement européen. Puis, en marge de ce mouvement européen, ils décident de promouvoir, par une déclaration officielle, ils décident de promouvoir l'intégration de l'Espagne à la construction européenne, mais évidemment d'une Espagne qui se serait débarrassée de Franco et de la dictature. C'est évidemment très mal pris par la presse franquiste et par les autorités franquistes, d'autant qu'en réalité, et ça c'est très peu connu aussi en France, d'autant qu'en réalité, l'Espagne franquiste, les autorités franquistes, Franco lui-même, voulaient que l'Espagne adhère à la CEE en train de se constituer. En février 62, quelques mois avant la date de juin 62 de la fameuse coalition de Munich, le ministre espagnol des Affaires étrangères, donc ministre de Franco, Fernando María Castilla, qui était un grand francophile par ailleurs, il aimait bien Franco mais il aimait surtout la France, Fernando María Castilla dépose auprès des autorités européennes en pleine constitution une demande d'adhésion de l'Espagne, qui va être refusée parce que l'Espagne ne respecte pas les standards démocratiques tels qu'on les comprend à ce moment-là en France, en Allemagne, dans le Benelux, en Italie. Mais l'Espagne franquiste
en février 62, fait cette candidature, elle dépose cette candidature, et donc, quand elle voit que cette candidature est refusée et qu'en plus, derrière, les opposants au franquisme promeuvent eux-mêmes la construction européenne, mais sur des bases politiques et idéologiques complètement différentes, là, c'est très mal perçu, évidemment. C'est un petit peu... Tout ce mouvement-là participe de ce qu'on a appelé, de façon un peu péjorative en Espagne, les partisans de la Europa sublime, l'Europe sublime. C'est l'Europe magnifique, l'idéal européen qui va tout nous apporter. C'est une appellation un petit peu péjorative, mais qui, je trouve, malgré tout, résume bien cette pensée espagnole qu'on retrouve notamment chez les opposants au franquisme. Et dès 1914, on a des racines intellectuelles de ce type de considération, parce que, par exemple, un des très grands philosophes de l'histoire espagnole, Ortega y Gasset, qui est mort en 1955, je crois, en 1914, il prononce un discours resté très célèbre, avec une phrase restée très célèbre, dans lequel il affirme que l'Espagne est le problème et que l'Europe est la solution. Alors qu'en 1914, il n'était pas question de construction européenne au sens où nous on en a aujourd'hui, évidemment. Il y avait déjà, évidemment, quelques projets par-ci, par-là, de fédération des États européens, on a le discours de Victor Hugo, on a des choses comme ça. Mais en 1914, on n'en était pas du tout au point où on en est dans les années 60. Ortega y Gasset disait, voilà, l'Espagne c'est le problème, et l'Europe c'est la solution. Alors, face à tout cela, quelles sont mes réactions et qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut développer sur l'idée d'une Espagne qui, certes, appartient, et pour moi c'est indubitable, à la civilisation européenne, mais qu'est-ce qu'on peut développer, expliquer, qu'est-ce qu'on peut faire valoir pour montrer que l'Espagne n'est pas que européenne et qu'elle se perdrait sans doute à trop miser sur la construction européenne. Je pense que cette question de l'européanité de l'Espagne est toujours centrale aujourd'hui, mais qu'elle est centrale dans le sens où l'Espagne, à mon avis, s'est trop investie dans la construction européenne au point d'oublier qu'elle a été un empire maritime, une thalassocratie, et qu'elle n'a pas toujours été périphérique en Europe. Qu'au contraire, elle a été le centre de beaucoup de choses au XVIe et au XVIIe siècle, qu'elle avait un empire colonial immense qui lui apportait des ressources considérables, alors évidemment dans des conditions qu'on peut contester et qui sont en grande partie contestables, même si là aussi il y a eu beaucoup d'exagération, mais elle a été le centre de quelque chose, et l'Espagne n'est pas qu'une périphérie de l'Europe. Elle est aussi un pont entre l'Europe et l'Afrique du Nord, le monde arabo-musulman, par son passé, par la présence musulmane en Espagne de 1711 à 1492. Elle est aussi un pont vers l'Amérique latine. Elle a des relations privilégiées avec l'Amérique latine. Elle est également un pont via l'Amérique latine vers le Pacifique. Il faut penser que plusieurs pays latino-américains de la façade pacifique, Mexique, Colombie, Pérou, Chili, ont créé une alliance du Pacifique dans laquelle l'Espagne essaie de jouer un rôle privilégié en tant qu'interlocuteur à cheval sur l'Europe, l'Amérique et l'Asie. L'Espagne, c'est tout ça. Et il ne faudrait pas qu'elle en oublie sa dimension mondiale et sa dimension maritime. Il y avait, plus exactement, malheureusement il est mort en 2016, mais enfin même les meilleurs partent, il y avait un philosophe espagnol qui s'appelait Gustavo Bueno, qui est très peu connu en France, mais qui s'est fait une notoriété en Espagne, qui avait écrit un ouvrage en 1999 intitulé « España frente a Europa », l'Espagne face à l'Europe, dans lequel il cherchait à définir les principales coordonnées de la relation de l'Espagne à l'Europe. Et à son sens, alors c'était un philosophe de type marxiste un peu hétérodoxe, mais à son sens, l'histoire a toujours été mue par des grands affrontements d'empires, et l'Espagne a été un empire colonial majeur, un des grands empires de l'histoire, et elle doit, au XXe et au XXIe siècle, se tourner bien davantage vers cet ancien empire colonial que vers le reste de l'Europe, parce que pour lui, le reste de l'Europe, c'est un empire, et principalement un empire anglo-saxono-germanique. Bon, on adhère ou on n'adhère pas à cette thèse, mais il y a des réflexions de ce sens qui existent en Espagne, et qui ne sont pas nécessairement des réflexions d'extrême droite. Je vous le disais, Gustavo Bueno est quelqu'un qui est de l'extrême gauche, très clairement, qui a été un défenseur de Staline acharné. On peut apprécier ou pas, mais qui en tout cas n'est pas quelqu'un qui est classé ou classable à l'extrême droite. Je pense que ce type de réflexion peut, en Espagne, donner des pousses, des plantes intéressantes. Il ne s'agit pas de délaisser l'Europe, puisque l'Espagne est de toute évidence européenne.
Mais il s'agit de penser et de comprendre les autres dimensions de l'Espagne, et de voir aussi éventuellement que l'Europe ne se résume pas à l'Union européenne, et que l'Union européenne n'est sans doute pas, ou peut-être pas, ça dépend du point de vue, représentatif de l'Europe. Pourquoi est-ce que je dis que ça peut donner des pousses intéressantes? Parce que aujourd'hui, on sent des critiques à l'égard de l'Union européenne en Espagne qui n'existaient pas forcément il y a ne serait-ce que 5 ans. Des critiques qui viennent de 2 points fondamentaux, et c'est là-dessus que je vais développer et conclure la dernière partie. Le premier de ces points fondamentaux, c'est la percée d'une droite radicale, d'une extrême droite, incarnée aujourd'hui par le parti Vox, à prononcer à l'espagnol, qui est classé, à tort ou à raison, comme un parti europhobe ou eurocritique. Alors, là-dessus, je pense qu'il faut être extrêmement précis. Vox n'est pas un parti anti-européen. D'ailleurs, ils le disent clairement eux-mêmes dans tout leur programme. Pour Vox, il faut recentrer l'Europe sur un certain nombre de valeurs, notamment des valeurs conservatrices et chrétiennes. Il faut que l'Union européenne intervienne moins dans les affaires intérieures des États. Vox propose que l'Espagne s'allie au groupe de Visegrad, les 4 pays d'Europe centrale, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, pour peser contre une Europe qu'ils jugent trop libérale. Mais ils ne sont pas contre le projet de l'Union européenne. Ensuite, on adhère ou pas à leurs idées. Je veux dire, c'est un parti extrêmement particulier, avec des idées particulières qui sont extrêmement clivantes en Espagne, mais ils ne sont pas anti-européens. Et en ce sens, je pense qu'il faut être mesuré sur le côté péril, Vox, péril extrême droite en Espagne vis-à-vis de l'Europe, parce qu'en réalité, Vox peut avoir des positions très contestables sur plein de points, mais ils ne sont pas anti-européens. Alors, ils ont percé aux dernières élections régionales andalouses en décembre 2018. Ils ont eu 12 sièges sur les 109 du Parlement régional, alors que les sondages leur en promettaient 3 ou 4 tout au mieux. Ils vont probablement continuer à percer pour le meilleur et à mon avis, mais ça ce n'est que mon avis personnel, sans doute pour le pire, par la suite aux élections régionales, et municipales et européennes qui auront lieu en Espagne cette année, européennes pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne et régionales et municipales le même jour pour l'Espagne, donc à la fin mai 2019. On verra comment évolue Vox sur la question européenne, mais je pense très sincèrement, pour avoir analysé relativement précisément leur programme et leur discours, même si c'est très vague et très flou, qu'ils ne sont pas anti-européens ou europhobes. En revanche, il y a, à mon avis, un mouvement de fond qui, s'il se poursuit, va créer de véritables réactions de rejet de l'Union européenne et de l'Europe même en Espagne, qui est le mouvement indépendantiste catalan. Pourquoi? Parce que les indépendantistes catalans sont eux aussi de grands europhiles. Ils estiment que la Catalogne est plus européenne que le reste de l'Espagne, qu'en fait, l'Espagne a, par la force des choses et par la brutalité et par la violence, intégré la Catalogne dans un ensemble qui ne lui ressemble pas, qui est un ensemble archaïque, sclérosé, tyrannique, semi-dictatorial. Ça n'est jamais autre chose qu'une récupération du discours des élites espagnoles du XVIIIe, du XIXe et d'une partie du XXe siècle. En fait, les séparatistes catalans ne font jamais que recycler cette haine de l'histoire espagnole qui avait déjà très largement fleuri dans une grande partie des élites espagnoles. Donc elles ont aussi une grande responsabilité là-dedans. Donc pour les élites séparatistes, et même pour une grande partie des séparatistes de base eux-mêmes, l'Espagne est un pays à rejeter, pas seulement d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue culturel et civilisationnel. C'est déjà un peu l'Afrique. Et je n'exagère pas en disant cela parce que l'actuel président régional catalan, Quim Torra, a eu beaucoup de déclarations ouvertement xénophobes à l'égard du reste des Espagnols et des Catalans non séparatistes, qui sont des hyènes avec une tare dans leur ADN, qui sont des bêtes à visage humain. Enfin bon, il y a 400 articles de Quim Torra qui mentionnent ce type de choses. Ce n'est pas du tout un rigolo et pourtant il est malheureusement très représentatif du séparatisme catalan. Donc il y a cet aspect-là, et puis, au-delà de ça, il y a le problème judiciaire. Comme vous l'avez sans doute vu, l'année dernière, d'anciens responsables séparatistes catalans, comme l'ancien président régional Carles Puigdemont, mais aussi d'autres responsables, Clara Ponsati, Marta Rovira, etc., se sont exilés, ont quitté l'horrible dictature espagnole pour s'installer en Suisse, pour l'extrême gauche, c'est très cohérent, ou en Écosse, ou en Belgique. Carles Puigdemont
Maison à Waterloo, ça ne s'invente pas. Il y a eu des demandes d'extradition de la part de la justice espagnole. Et ces demandes d'extradition, que ce soit pour l'Écosse, que ce soit pour la Belgique, bon, la Suisse, je n'en parle même pas parce que là, c'est plus compliqué encore, eu égard aux positions de la Suisse d'un point de vue politique étrangère, mais ces demandes d'extradition n'ont pas abouti. Et les Espagnols ont vu dans une partie de l'opinion européenne, notamment telle qu'elle est relayée par les médias, une forme de suspicion ouverte à l'égard de l'Espagne. L'Espagne, c'est un pays un peu dictatorial, non? Il y a des gens qui s'exilent. C'est une terrible dictature qui emprisonne ses opposants sans jugement, qui force d'honnêtes pères de famille à quitter leur domicile dans des coffres de voitures pour passer la frontière française et pour qu'ensuite ils prennent un avion à Marseille et s'envoler vers Bruxelles. Finalement, l'Espagne respecte-t-elle bien les standards démocratiques européens? Et ça a été très mal pris par une grande majorité d'Espagnols qui ne comprennent pas qu'une partie, je dis bien une partie, hein, pas toute, mais une partie de l'opinion européenne prenne de cette façon fait et cause pour les séparatistes catalans et achète leur discours de diabolisation de l'Espagne comme une forme de Turquie à l'ouest de la Méditerranée. Les élites politiques et intellectuelles séparatistes en Catalogne disent souvent qu'en réalité, l'Espagne a la même qualité de démocratie que la Turquie, par exemple, ce qui évidemment, dans leur bouche, est une insulte. Donc je pense que beaucoup d'Espagnols ont très mal pris ce mouvement, qu'ils le voient comme un mouvement de fond et comme un retour d'une forme de mépris des principaux pays d'Europe occidentale à leur égard, de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Belgique, et qui, de ce fait, se sont engagés dans une forme de discours plus eurocritique. Alors, j'ignore complètement où ça va mener, mais si ce type de réaction peut être formalisée, intellectualisée, et si elle peut aboutir à des choses constructives pour l'Espagne, comme pays à vocation mondiale, sans renier le reste de l'Europe, sans être en mauvais termes avec le reste de l'Europe, parce qu'il ne s'agit pas de ça, eh bien je pense que ça pourrait être positif. Mais évidemment, là, on est dans l'ordre de la spéculation et d'un espoir personnel. Et évidemment, je ne sais pas comment ça va évoluer. En tout cas, voilà, c'était mon mot de conclusion et je vous remercie pour votre attention.